Je pense que nous avons été un peu méchants du côté béninois. Vous, les acteurs Non, porteurs. pas nous, les décideurs. Les décideurs béninois ont été un peu méchants. Mais c'était la CEDEAO, hein? C'était un décision de la CEDEAO. CEDEAO. Non, quelle CEDEAO? Le Togo n'est pas dans la CEDEAO. Les autres pays ne sont-ils pas dans la CEDEAO? Mais quand on prend un peu de recul pour voir par rapport à notre économie, combien pèse le fait d'envoyer les marchandises au Niger, combien le poids que ça fait dans notre économie, on doit pouvoir réfléchir plus de 7 fois. Nous pouvons demander, le président de la République béninoise pouvait demander à la CEDEAO, les gens ont déjà payé dans ma caisse, dans la caisse béninoise, dans les différentes caisses béninoises. Ces marchandises, je dois pouvoir les sortir pour aller au Niger. On les a laissés pourrir à la frontière. C'est de la méchanceté. C'est du mépris. C'est pourquoi vous voyez un peu aujourd'hui les Nigériens ne sont pas prêts à nous écouter. Parce qu'en aucun moment, nous n'avons créé aucune situation atténuante. Dans cette session, le Bénin n'a posé aucun acte qui a atténué quoi que ce soit. On a été méchants. Les conteneurs, les marchandises, les médicaments ont pourri. Les vivres ont pourri. Les propriétaires des camions ont vu leurs camions amortis, chargés, restés debout sur place des mois. Tout ça là, qui va payer? C'est la CEDEAO, c'est le Bénin, c'est le Niger. En parenthèse, les camions qui étaient donc à la frontière sont-ils retournés à leurs propriétaires, ont quitté Malanville désormais? Bon, depuis un moment, je n'en veux même plus parce que les choses sont bloquées. Je ne sais pas s'ils ont déchargé par terre ou bien ils continuent d'être là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas l'argent pour se rendre à Malanville. Vous imaginez? Les transitaires que nous sommes, que nous représentons ici aujourd'hui, là, combien peut-il encore aller au Niger? Aller à Malanville? Avec quoi? Les enfants sont là avec les charges. Donc, au moment où je vous parle, si je vous dis que les camions sont encore là, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne pourrais pas vous le dire. Vous voyez, on ne peut pas gérer sous un coup de tête des choses comme ça. Qu'ils vous souviennent, quand le chef de l'État a dit fermer les frontières, tous ces deux ministres du gouvernement, ce qui m'a fait mal, moi, voilà, ça là nous plongeait déjà dans le coma. Avec la situation du Niger, nous sommes déjà à la tombe. Pratiquement. Non seulement le Nigeria, avec son problème de Naira, qu'ils vous souviennent, la frontière du Nigeria a été fermée 1 an, 1 an et demi. Pour des problèmes, bon, qu'on ne va pas revenir sur ça aujourd'hui. Vous comprenez, chaque fois, comment se fait-il qu'on n'est jamais en parfaite harmonie, on n'est jamais en harmonie avec nos voisins? Qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes, nous posons des questions. Sinon, ici, c'est vous qui posez la question. Qu'est-ce qui se passe? On n'est jamais en harmonie avec nos voisins. Il faut d'abord le bon voisinage afin de permettre l'échange entre les peuples. En fait, vous vivez du bon voisinage entre les pays de la sous-région et le Bénin. Jadis, pas aujourd'hui. On vivait entre... Jadis, on était en harmonie. Nous, on allait au Nigeria, on quitte ici, on allait au Nigeria en sécurité, rencontrer les clients pour leur dire qu'il faut venir au port de Cotonou parce que, le Bénin, d'abord, il faut nous féliciter depuis 1990, la stabilité politique du Bénin, la sécurité du corridor béninois. Ça fait que les autres sont obligés de venir ici, malgré que le Nigeria a des ports. Ils bénéficient de notre sécurité du corridor, ils prennent par ici, quand ils nous confient leurs marchandises, ils vont au Nigeria, on leur retourne leurs marchandises intactes. Donc c'est une question de confiance entre les clients et nous, les acteurs du port. C'est ce qui se passait. Mais depuis 2016, vous voyez, si ce n'est pas le Nigeria qui ferme ses frontières, c'est le Bénin qui ferme, ou bien c'est ceci, c'est cela. Avec quel voisin on est en accord aujourd'hui, en harmonie aujourd'hui? Je ne vous demande pas de répondre. Je pose la question un peu béninois. Avec quel voisin nous sommes en harmonie? Avec quel voisin aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que ça vous a créé? Je pose là la question à Thierry Bihotogbe. Qu'est-ce que cela vous a créé comme dommage, disons, la décision déjà de la CEDEAO de fermer les frontières? On sait que à l'époque, les marchandises... Bonjour à tous, bienvenue. Même si le pétrole nigérien peut à nouveau désormais couler sans histoire, il y en a qui ne sont pas pour autant sortis d'affaires. Ce sont par exemple les transitaires mandataires et autres acteurs portuaires du Bénin. Le secteur des véhicules d'occasion, autrefois un secteur économique envié, était en difficulté depuis l'avènement du pouvoir de la rupture. Les choses sont aggravées dès 2020 avec la Covid-19 et aujourd'hui,
c'est la croix et la bannière pour les acteurs portuaires avec la situation conflictuelle des autorités béninoises et nigériennes. Dans cette émission, nous ferons l'état des lieux aujourd'hui et hier. Quel est le regard de ces acteurs sur le conflit? Quel est l'impact sur leurs activités? Qu'est-ce qui a changé au port et dans le secteur des véhicules d'occasion depuis 2016, depuis l'avènement de Patrice Talon? Qu'est-ce que les réformes dans le secteur ont produit? Voilà entre autres questions que nous posons à nos deux invités aujourd'hui. Athanase Kassa, il est le secrétaire administratif du syndicat national des transitaires mandataires pour le changement, en abrégé SYNATIC. Il est aussi le coordonnateur de l'intersyndicale des transitaires mandataires pour la compétitivité du port de Cotonou. Et Thierry Vihotogbe, secrétaire général adjoint du syndicat national des déclarants et enleveurs du Bénin, SYNADEB en abrégé. Il est aussi le président de l'Association pour le progrès et la justice sociale. Chers invités, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, dites-nous, la question n'est plus à poser sans doute. On imagine vous êtes frappé de plein fouet par ce conflit actuellement entre le Bénin et le Niger. Oui, monsieur le journaliste, merci de nous avoir donné cette opportunité. Athanase Kassa. Athanase Kassa, oui. C'est malheureux qu'on en soit là aujourd'hui. Les Béninois subissent la bataille des éléphants. Aujourd'hui, nous étions déjà par terre en ce qui concerne les acteurs portuaires, compte tenu des situations que vous avez relatées tout à l'heure. Le Covid est là, la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Il y avait des situations qui nous frappaient depuis fort longtemps. Aujourd'hui, avant même la crise du Niger, la filière des véhicules d'occasion a dégringolé. Maintenant, voilà, sur un coup de tête, on prend des décisions vis-à-vis d'un pays frère. Les coups d'État, ce n'est pas ce qui va manquer. Hein. Non, surtout dans les pays francophones, ça ne manquera pas. Et ça n'a jamais manqué. Nous avons d'autres pays frontaliers qui ont connu le coup d'État. Nous n'avons pas compris pourquoi notre chef d'État béninois a pris le devant des choses en s'imposant dans cette affaire contre le Niger. On a parlé hier de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons des difficultés, mais la CEDEAO n'est pas là. La CEDEAO est là aujourd'hui pour nous. Les Nigériens ont vu leurs marchandises pourrir à la frontière béninoise. Qui va payer ça? Est-ce la CEDEAO, le Bénin ou le Niger? Sincèrement, qu'ils nous aident, que les autorités nous aident à planir cette affaire pour que les choses reprennent entre le Niger et le Bénin. Thierry Vihotogbe, comment vous vivez, disons, cette crise entre le Bénin et le Niger? Merci, monsieur le journaliste. La crise du Niger par rapport au Bénin, c'est triste. Les autorités béninoises ne se soucient pas de la basse classe. Ça, je ne peux pas vous le cacher. C'est leur poche ou rien. Et par rapport à ça, c'est politisé. Je sais que les autorités ne se souviennent pas de nous, de la basse classe que nous sommes. Je préfère m'en arrêter là pour le moment. Pourquoi vous dites qu'ils ne se souviennent pas et ne se soucient pas de vous? Mais après tout, ce sont eux qui ont le service de la nation. Ce sont eux qui répondent au nom du pays. On a dit le président de la République. Il est l'élu légitime du peuple. On dit un gouvernement. Un gouvernement, c'est un groupe. C'est un groupe d'hommes qui a à sa tête un chef. Ce chef est chef de l'État. Mais quand on parle de l'État, on prend l'Assemblée nationale, le gouvernement et nous, la société civile, qui forment l'État. La même personne est le président de la République. L'élu légitime du peuple, qui répond aux aspirations du pays sur le plan international. Je crois bien. Mais la même personne est le chef suprême des armées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être à la solde du peuple. Il assure la sécurité des paisibles citoyens que nous sommes. Ce n'est pas fini. Il est le premier magistrat stipulé par l'article 60 de la Constitution. Il a une lourde responsabilité. Il devra se soucier de sa basse classe. Mais nous constatons amèrement que le chef de l'État ne se soucie pas de la basse classe. Point barre. Athanase Kassa, sans doute, c'est à cause des conséquences que la fermeture de la frontière avec le Niger, disons, ce conflit entre le Bénin et le Niger aujourd'hui, les conséquences sur votre filière, sur les acteurs que vous constituez au port
Eh bien, c'est pour cela que vous dites que la décision n'a pas pris en compte la basse classe. Et je pense que quand on est président de la République ou bien on est arrivé à ce niveau, c'est pas pour rien le président des conseillers. On ne vient pas au-devant de la scène de n'importe quelle manière. Quand vous voulez poser un acte, on doit penser aux conséquences. Ça doit générer quoi? Nous, on a l'impression qu'aujourd'hui, on pose l'acte et on s'inquiète des conséquences après. Quand les conséquences sont là, on vient s'inquiéter. C'est pas normal. C'est ce que mon vis-à-vis disait, qu'on ne se soucie pas de nous. C'est du mépris. D'abord, nous, on a été toujours méprisés. Vous voyez, en 2017, quand le pouvoir s'est installé en 2016, vous prenez le carrefour Djefa jusqu'au péage Ekpe, les transitaires avaient leur bureau là. Non, on va revenir sur les conséquences, disons, sur le secteur des véhicules d'occasion, les conséquences des réformes depuis 2016. Mais avant, depuis qu'il y a ce problème, entre le Bénin et le Niger, qu'est-ce qui ne va pas dans vos activités, dans votre quotidien en tant que transitaire mandataire? Notre gagne-pain n'est plus là. Nous souffrons. Les clients sont partis tous à Lomé au détriment du port de Cotonou. Ils ont délaissé le port de Cotonou. Ils sont partis tous à Lomé via le Burkina. Ils rentrent au Niger. Même si c'est difficile, c'est le choix qui leur a été imposé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller au Togo travailler. Donc les gens ont amélioré des systèmes là-bas. Et toutes les cargaisons qui vont en direction de l'Éternel d'aujourd'hui ne passent pas à Lomé. Ça veut dire que nous n'avons plus la matière sur laquelle nous devons travailler. Quand vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien. Mais les enfants sont déjà là. Les charges sont là. Tous les jours. Nous sommes par terre, sincèrement. Nous sommes par terre. Cette affaire, si on pouvait le régler aussi tôt possible pour que nos clients nigériens reviennent au pays, puisque nous sommes condamnés à être ensemble. Le port naturel du Niger, c'est Cotonou. Le port naturel du Niger, c'est Cotonou. Vous comprenez, monsieur le... Thierry Bihotogbe, on peut quand même supposer, si ce n'est que vous exagérez, que les Nigériens ne sont pas vos seuls clients. Absolument, monsieur le journaliste. Vous savez très bien que le port, c'est le poumon de l'économie nationale. Et le Bénin a cette chance. Le Niger, c'est un pays enclavé. Le Niger n'a pas le port. Donc, bon nombre de nos clients, c'est le Niger. Et à côté, le géant de l'Afrique, qui est le Nigeria. Et nous, en tant que transitaires mandataires, nous nous déplaçons vers nos géants clients d'à côté. Que ce soit du Tchad, que ce soit du Niger, que ce soit du Nigeria. Mais le Niger peut quitter Bénin et puis... Comment? Si le Niger tousse, ça veut dire que moi je suis enrhumé ici. Si le Niger tousse, ça veut dire que moi je suis enrhumé. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je crois bien que, monsieur le journaliste, vous constituez le 4e pouvoir de l'État. Vous avez l'habilité de donner l'information et la vraie information au peuple. Quant au peuple de prendre ses responsabilités, c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci, monsieur le journaliste. Si vous permettez, monsieur le journaliste. Oui, à cette question, je vais vous dire, et tout le monde le sait aujourd'hui, le Nigeria aussi, nous avons des clients au Nigeria. Vous savez, avec la situation du Naira depuis des années, de ce côté, tout est au ralenti. Aujourd'hui, le Naira ne vaut plus rien vis-à-vis du CFA. Cette situation était déjà là avant le Niger. Cette situation était déjà là. Ça, là, nous plongeait déjà dans le coma. Avec la situation du Niger, nous sommes déjà à la tombe. Pratiquement. Non seulement le Nigeria, avec son problème de Naira, qu'ils vous souviennent, la frontière du Nigeria a été fermée 1 an, 1 an et demi. Pour des problèmes, bon, qu'on ne va pas revenir sur ça aujourd'hui. Vous comprenez, chaque fois, comment se fait-il qu'on n'est jamais en parfaite harmonie, on n'est jamais en harmonie avec nos voisins? Qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes, nous posons des questions. Sinon, ici, c'est vous qui posez les questions. Qu'est-ce qui se passe? On n'est jamais en harmonie avec nos voisins. Il faut d'abord le bon voisinage afin de permettre l'échange entre les peuples. En fait, vous vivez du bon voisinage entre les pays de la sous-région et le Bénin. Jadis, pas aujourd'hui. On vivait jadis, on était en harmonie. Nous, on allait au Nigeria, on quitte ici, on allait au Nigeria en sécurité, rencontrer les clients pour leur dire qu'il faut venir au port de Cotonou parce que, le Bénin, d'abord, il faut nous féliciter depuis 1990, la stabilité politique du Bénin, la sécurité du corridor béninois, ça fait que les autres sont obligés de venir ici, malgré que le Nigeria a des ports. Ils bénéficient de notre sécurité du corridor, ils prennent par ici quand ils nous confient leurs marchandises, ils vont au Nigeria, on leur retourne leurs marchandises intactes.
Donc c'est une question de confiance entre les clients et nous, les acteurs du port. C'est ce qui se passait. Mais depuis 2016, vous voyez, si ce n'est pas le Nigeria qui ferme ses frontières, c'est le Bénin qui ferme, ou bien c'est ceci, c'est cela. Avec quel voisin on est en accord aujourd'hui, en harmonie aujourd'hui? Je ne vous demande pas de répondre. Je pose la question au peuple béninois. Avec quel voisin nous sommes en harmonie? Avec quel voisin aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que ça vous a créé? Je pose là la question à Thierry Bihotogbe. Qu'est-ce que cela vous a créé comme dommage, disons, la décision déjà de la CEDEAO de fermer les frontières? On sait que à l'époque, les marchandises en partant sur le Niger ont été bloquées à Cotonou, que cela a été infernal à gérer. Non, monsieur le journaliste, ça nous a créé beaucoup de dommages. Ça, il faut qu'on soit sincère. Ça, on ne cache pas. Parce qu'aucun Béninois, même du secteur portuaire, ne peut jamais dire le contraire. Parce qu'on en souffre jusqu'aujourd'hui. Permettez-moi de le dire, parce que quand j'ai dit que c'est politisé, c'est politisé. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. On en arrive là, quand c'est en train d'évoluer, nous allons arriver sur le point, et là, vous verrez la véracité de cette question que vous venez de poser. Athanase Kassa. Oui, pour rebondir à cette question que vous venez de poser, et moi je pense que nous avons été un peu méchants du côté béninois. Vous, les acteurs portuaires? Non, les décideurs. Les décideurs béninois ont été un peu méchants. Mais c'était la CEDEAO, hein? C'était une décision de la CEDEAO. Non, quelle CEDEAO? Le Togo n'est pas dans la CEDEAO. Les autres pays ne sont-ils pas dans la CEDEAO? Mais quand on prend un peu de recul pour voir par rapport à notre économie, combien pèse le fait d'envoyer les marchandises au Niger, combien le poids que ça fait dans notre économie, on doit pouvoir réfléchir plus de 7 fois. Nous pouvons demander, le président de la République béninoise pouvait demander à la CEDEAO, les gens ont déjà payé dans ma caisse, dans la caisse béninoise, dans les différentes caisses béninoises. Ces marchandises, je dois pouvoir les sortir pour aller au Niger. On les a laissés pourrir à la frontière. C'est de la méchanceté, c'est du mépris. C'est pourquoi vous voyez un peu aujourd'hui les Nigériens ne sont pas prêts à nous écouter. Parce qu'en aucun moment, nous n'avons créé aucune situation atténuante. Dans cette session, le Bénin n'a posé aucun acte qui a atténué quoi que ce soit. On a été méchants. Les conteneurs, les marchandises, les médicaments ont pourri. Les vivres ont pourri. Les propriétaires des camions ont vu leurs camions amortis, chargés, restés debout sur place des mois. Tout ça là, qui va payer? C'est la CEDEAO, c'est le Bénin, c'est le Niger. En parenthèse, les camions qui étaient donc à la frontière sont-ils retournés à leurs propriétaires, ont quitté Malanville désormais? Bon, depuis un moment, je n'en veux même plus parce que les choses sont bloquées. Je ne sais pas s'ils ont déchargé par terre ou bien ils continuent d'être là. Parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas l'argent pour se rendre à Malanville. Vous imaginez les transitaires que nous sommes, que nous représentons ici aujourd'hui là. Combien peut-il encore aller au Niger? Aller à Malanville? Avec quoi? Les enfants sont là avec les charges. Donc, au moment où je vous parle, si je vous dis que les camions sont encore là, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne pourrais pas vous le dire. Vous voyez, on ne peut pas gérer sous un coup de tête des choses comme ça. Qu'ils vous souviennent, quand le chef de l'État a dit fermer les frontières, tous ces 2 ministres du gouvernement, ce qui m'a fait mal, moi je ne suis pas nanti de grand diplôme. Mais on n'a pas besoin de diplôme pour gérer. Même si le chef de l'État fait des erreurs, je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères qui doit pouvoir laisser une porte de sortie, ne serait-ce qu'une fenêtre de sortie. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je l'ai vu tout bonnement avec le porte-parole du gouvernement. Ils sont venus sur le RTBI pour dire que les nouvelles autorités du Niger sont des braqueurs qui sont chargés de la sécurité de leur président et finalement c'est eux qui viennent prendre le pouvoir, qui sont des braqueurs. Moi, je pense que le président Talon, il veut vraiment que les autres l'écoutent, les gens du Niger, les nouvelles autorités du Niger l'écoutent. Il va falloir qu'il les limoge d'abord, quoi. Pour leur permettre... Qu'il limoge le ministre des Affaires étrangères. Le porte-parole et le ministre des Affaires étrangères pour apaiser les autres. Mais ce ministre des Affaires étrangères ne peut pas être reçu au Niger. Parce qu'au fait, nous sommes dans un monde globalisé aujourd'hui. Ce que vous faites à Toumi, on le voit en Chine. Donc ce qui se passe au Bénin ici, les gens sont au courant de ça au Niger. Aujourd'hui, tout le monde sait, ils ont traité les nouvelles autorités. Et aujourd'hui, on peut envoyer ceux-là et les braqueurs là vont les recevoir. Non. Le chef de l'État doit pouvoir faire d'abord un certain ménage en son sein pour montrer sa bonne foi à la junte nigérienne. Heureusement, aujourd'hui, on ne parle plus de la junte,
on ne parle plus des putschistes, on parle des nouvelles autorités. Ça veut dire que le lexique a évolué. Ça a évolué parce qu'en toute chose, on doit savoir que après la pluie, il y a le beau temps. Il y a un adage qui dit chez nous, et la Dieu dit non, après la pluie, ça va se sentir. Donc, il doit commencer par faire le ménage à partir de son gouvernement, ceux qui ont manqué de respect aux dirigeants du Niger. Un coup d'État au Niger, ça fait quoi au Bénin? À moins qu'ils aient autre chose à nous dire qu'ils n'ont pas encore dit. À moins que les autorités béninoises ont d'autres choses que le peuple béninois n'est pas informé. Nous ne sommes pas ici pour faire de la politique, mais nous souffrons dans notre chair. Alors, Thierry Virotogbe, est-ce que vous êtes toujours en contact avec certains de vos clients nigériens? Si oui, quel est leur état d'âme? Merci, monsieur le journaliste. Hier, tout près ici, le chef de l'État béninois s'est rapproché de son homologue du Nigeria. Les deux chefs d'État ont autorisé plusieurs articles à importer, à exporter, tout ça. On a vu au moins 41 articles ont été autorisés. Nous nous sommes dit, le Bénin va prendre maintenant un élan. C'est très bon. Merci, applaudissements. Nous nous sommes déplacés pour aller voir les clients du Nigeria. Pour dire, notre port est prêt maintenant à vous faire sur live. Nous sommes prêts maintenant à vous accueillir, que c'est très bon maintenant. Avec nos réformes, vous n'avez plus de tracasseries douanières, que tout est fini. Les gens se sont empressés. Chacun doit leur transitaire. Ils sont venus, ils ont amené des marchandises. Mais je vous jure, le Nigeria est vaste, très vaste. On ne peut pas exiger une seule frontière à ces opérateurs économiques pour dire vous devez passer uniquement à Sémé craquer ou rien. Aujourd'hui, notre gouvernement, c'est ce que nous sommes en train d'observer alors nous vous parlons. C'est triste. Maintenant, ces opérateurs économiques amènent des camions, des marchandises stockées sur le parc à Limos. J'ai été moi-même, j'ai touché la réalité. Au moins 10 camions Titan bloqués sur le parc à Limos. À Limos, c'est où? À Limos, c'est un grand parc à Igolo. La commune d'Ifeanyi. La commune d'Ifeanyi. Et expressivement, j'ai reçu des coups de fil depuis le Nigeria. On dit, mais vous nous avez dit que le Bénin a pris le paix, que c'est bon, que nous avons la paix. Nous avions envoyé des marchandises par votre port maintenant. Ce sont vos clients qui vous ont ainsi appelé. Ce sont nos clients. Et j'ai dit, mais vous avez un exemple. Ils ont dit, allez voir, nos marchandises sont bloquées sur le parc d'Igolo. Nous sommes empressés pour aller voir le CB. Monsieur le commandant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les clients ne peuvent pas aller? Pourquoi? Mais si elle est bon. Il a dit non, que les autorités doivent avoir un OK de la direction qui va lui permettre de faire ce. J'ai dit, mais OK comment? Mais les deux chefs d'État nous ont dit que maintenant, le commerce peut commencer et puis on a applaudi. Maintenant, le premier essai, maintenant, vous les bloquez. Et nous a demandé d'aller maintenant à la direction. Monsieur le journaliste, nous nous sommes déplacés. J'ai adressé une correspondance d'abord à la directrice générale de la douane, sans suite. J'ai été voir la DOD, Madame la directrice des opérations douanières. Pas question. J'ai été à son secrétariat particulier. Il me dit, c'est au sujet de quoi? J'ai dit, mais qu'est-ce qui en est la cause réelle du blocage de ces clients? Mais expliquez-nous. Ils ont dit non, bon, la DOD est en conférence, il ne peut pas vous recevoir, c'est le DGA qui va vous prendre. Maintenant, nous sommes allés au secrétariat du DGA. Le secrétaire du DGA nous dit, bon, c'est le DGA qui doit vous écouter et voir dans quels paramètres on peut faire cela. Bon, donnez vos contacts. On a laissé. Au secrétariat du DOD, j'ai laissé aussi les contacts. Rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Et les camions sont toujours là? Non, les camions ils sont obligés maintenant de signer maintenant. Comment faire? Ils sont obligés de signer un transfert pour que les camions prennent pas Sémé craqué. Ils ont fait un changement d'itinéraire. Et ce changement d'itinéraire, c'est été signé par le CB d'Igolo. Mais quel en est le problème? Est-ce qu'on peut faire le bonheur de quelqu'un sans l'avoir associé? C'est ce que le gouvernement de la rupture, nous sommes en train de nous servir actuellement. Monsieur le journaliste, je crois bien à vous dire la pure vérité quand on dit la rupture, le nouveau départ. Mais moi, à mon humble avis, c'est bien la signification, l'éradication pure et simple des vieilles pratiques que certaines autorités exerçaient à l'époque pour freiner le développement de la nation. C'est-à-dire mettre fin à ces mauvaises pratiques. C'est-à-dire mettre fin à ces mauvaises pratiques. L'éradication de ces pratiques. Voilà. L'éradication pure et simple de ces vieilles pratiques que certaines autorités exerçaient pour freiner le développement de la nation. Mais quand on parle du nouveau départ, le nouveau départ, dans son thème technique, c'est le respect de l'autorité supérieure de la nation et l'application des textes qui régissent la République. Beaucoup de politiciens n'avaient pas su. Mais la basse classe savent que c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs articles, plusieurs lois que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous n'arrivons pas à maîtriser.
C'est ce que nous en souffrons maintenant. Atanas Kassa. Par rapport aux Nigériens, il a parlé du Nigeria, les Nigériens. Par rapport aux clients nigériens, ils sont obligés. Les clients de Niamey. La mort dans l'âme, les clients de Niamey sont obligés, la mort dans l'âme, de passer par le Togo via le Burkina avant de rentrer chez eux, et dans une région où le djihadisme subit. Vous comprenez? Non seulement le tronçon, c'est-à-dire le corridor est très long, il paye plus cher que s'il passait par le Bénin. C'est leur témoignage qu'ils vous font. Oui! Aujourd'hui, eux-mêmes, ils prient leurs autorités de faire tout possible pour que la situation se rétablisse. Ils payent très, très, très cher. Et quand ils quittent Lomé aujourd'hui, ils font plus d'une semaine, 2 semaines. Parce qu'arrivé au Burkina, c'est les militaires qui vont vous convoyer. Ils regroupent les camions d'abord et ils attendent un certain nombre de jours avec les informations avant de les convoyer sur le territoire nigérien. Vous voyez les difficultés. Alors qu'en une heure, quand ils quittent le Cotonou, en une journée, je veux parler 24 heures, en une journée, quand ils quittent le port de Cotonou, ils peuvent atterrir à Malanville déjà au pont. Vous comprenez que non seulement ils gagnent en temps, ils gagnent en argent et ils gagnent vous comprenez. Donc cette situation est difficile pour nous tous, et les clients, et nous, et tout, parce qu'il n'y a pas que les transitaires. Il y a beaucoup d'acteurs qui tournent autour de ces choses-là. Même prenez le corridor Bénin-Malanville, les bars, restaurants, les mécaniciens qui sont sur la voie. Vous voyez l'impact que ça donne? Tout cela ne passe plus par là. Même ceux qui prennent les véhicules, les petits véhicules qui viennent dans la filière de véhicules d'occasion, ils ne prennent plus par là. Les chauffeurs, vous le dites, les conducteurs. Par là, parce qu'ils vont rentrer par où? Aujourd'hui, on a ouvert Segbana. Vous êtes obligé de rentrer dans le Nigeria. Et avec l'insécurité, est-ce que vous savez que vos marchandises peuvent sortir aller au Nigeria? C'est des questionnements. Donc, cette affaire ne nous avantage en rien. Justement, Segbana, puisque vous étiez pressé, vous Thierry Vihotogbe, de parler du Nigeria, Segbana a été montré comme une solution géniale et inattendue face à la situation avec le Niger. Vous l'avez expérimenté, vous en savez quelque chose? Je ne le souhaite même pas. Ça, en toute franchise. Et moi, particulièrement les clients que nous avons, ils ont leur itinéraire. Quand ils te donnent la marchandise, ils te donnent le connaissement, ils te disent, je vais emprunter par telle frontière. Fais-moi le dossier sur Aki, si c'est au Keita, si c'est Ilakondi, si c'est Igolo, ils doivent te donner l'orientation. Mais si Malanville est fermé, ils peuvent se résoudre à passer par Segbana. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Vous voyez, c'est pour contourner un peu la situation du Niger. Sinon, le jour où cette frontière Malanville serait encore ouverte là, Segbana va se fermer d'elle-même. En fait, c'est pour contourner la situation. C'est vrai que beaucoup de marchandises vont au nord du Nigeria. Compte tenu, je vous l'avais dit tout à l'heure. En passant par le Niger. Tout à fait. Oui. Compte tenu de la sécurité du corridor des pays francophones. Quand je dis, c'est pas seulement le Bénin, au Niger aussi. Mais le Niger fait la réexportation. Le Niger fait la réexportation pour rentrer dans les régions de Kano, etc. Le nord du Nigeria. Écoutez, vous avez un client dans un état de Ogun State ici. Vous allez le faire passer par Segbana. On va vous demander, il veut passer par Igolo. Parce que les États sont là. Si le lieu de ses activités se trouve ici, il peut pas, vous ne pouvez pas le faire passer par là-bas. Pour descendre encore au sud, s'il est dans l'état de Lagos, vous comprenez un peu. Mais parlons concret, si vous voulez bien. Vous avez dit tantôt, Atanas Kassa, que c'est difficile pour les Nigériens de faire passer leurs marchandises par le Togo via le Burkina Faso. Oui. Est-ce que la frontière avec le Nigeria, je veux dire Segbana, n'est pas plus facile que ceux qui vivent par le Togo? Oui, ça veut dire quoi? Ils vont faire d'abord, quand ils vous amènent le dossier, vous allez faire ça en S110. En S110, ça veut dire que vous rentrez dans un pays côtier. Le Nigeria est un pays côtier. Nous faisons ça en S110 et on ne paie pas la même taxe. Le Niger est un pays de l'Étherland. Nous faisons S114. Donc, c'est moindre que dans un pays côtier. Donc, faites le travail sur le Nigeria d'abord. Vous rentrez par Segbana. S'ils veulent aller au Niger, ils seront obligés de faire encore le dédouanement pour rentrer au Niger. Donc, ça va revenir encore plus cher. Certainement. Certainement. À moins que c'est des gens qui voulaient aller au Nigeria et là, ils vont faire de l'économie, ils vont passer par du Bénin, ils vont rentrer au Nigeria. Ok, c'est-à-dire voilà. C'est des gens qui voulaient passer par le Niger pour rentrer au Nigeria. Ouais. Ça va les avantager.
Ça va les avantager. Thierry Bihotogwe. Non, Une question. oui, bon, mon collègue a tout épuisé, c'est bien parce que en réalité, le Nigeria est très vaseux. Je l'ai dit, je l'explique. C'est un pays, on peut trouver 10 000 fois Bénin dans le Nigeria. Donc, ils sont libres d'exploiter la frontière qui les arrange. Et c'est sur cette indication qu'ils vous demandent de faire acquis sur telle frontière. Mais aujourd'hui, le gouvernement de la rupture nous autorise seulement une seule frontière qui est Sémékraké. Non, ça c'est par rapport au Nigeria, Oui, sans doute, oui. on va y revenir. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous demander, selon vous, quelle pourrait être la solution, même si je suis conscient que vous n'êtes pas la solution, vous ne faites que subir, que la décision qui pourrait être la solution ne peut qu'être politique. Athanase Kassa. La solution par rapport à cette crise ne peut qu'être politique, effectivement. Et les autorités du Niger sont en train de soupçonner un certain nombre de choses. Moi, je ne veux pas faire du patriotisme béat pour dire que c'est parce que ça vient du Niger, c'est faux. Non, je ne veux pas faire ça. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses ici. Je ne sais pas si, entre-temps, vous avez entendu les deux chefs d'état-major, celui de la France et celui du Bénin. Lors de la visite, visite du ici, Français. Là, c'est des ingrédients qui font que moi, je ne peux pas opiner de manière pour dire il faut être patriote, il faut... Non, moi, je ne veux pas m'associer aux mensonges d'État. Quand l'un dit il n'y a aucune base militaire française ici, et l'autre dit il n'y a pas de base permanente, il y a déjà une nuance qui différencie les choses. À partir de cet instant, je ne veux pas rentrer dans cette chose-là. Qu'on arrive à démontrer à Tiani qu'il est en sécurité. Parce que le Bénin est proche de là où réside le pouvoir du Niger. Le Bénin est proche. Les gens disent il y a des militaires, des bases françaises au Tchad, c'est vrai. N'Djamena et Niamey, la différence est, vous voyez, et Malanville, Kandi, là où ils sont en train de citer, nous ne voulons pas rentrer dans cette chose-là. Il faut que le Bénin arrive à les convaincre qu'ils sont en sécurité. Dès qu'ils seront en sécurité, là. Les gens ne viennent pas au pouvoir par coup d'État pour les autres d'abord, hein. C'est pour soi-même d'abord. Hein. Nous, on a pensé un instant que si on ferme la frontière, la population va se lever contre. Non, ceux qui viennent au pouvoir avec les armes, vous allez vous lever contre. Pourquoi? Alors que tous les jours, on voit, c'est des soutiens chez eux. Donc c'est à nous de démontrer qu'ils sont en sécurité et que leur pouvoir n'a pas à craindre quoi que ce soit. C'est seulement à ce niveau. Sinon, nous, de notre position, qu'est-ce qu'on peut? Alors, je pose l'autre bout de la question à Thierry Bihotogwe. Est-ce que les Nigériens, je veux dire, les autorités actuelles du Niger n'ont pas à freiner tout de même? Est-ce qu'ils n'en font pas un peu trop parfois? Vous n'avez pas l'impression? Oh, ils ne le font pas pour le plaisir de le faire. Moi, sincèrement et politiquement, je peux dire, ils ont leur secret. Seulement, on peut faire des propositions parce qu'on ne fait pas le bonheur de quelqu'un sans l'avoir associé. Nous sommes des acteurs. Mais il y aura au moins un comité de commerçants nigériens. Et nous, en tant qu'acteurs, s'il y avait la franche collaboration, il y aurait une délégation. Mais est-ce que vous êtes en contact au moins parce qu'on a fermé la frontière, mais les téléphones, ça marche encore? Ça marche. Oui, ça marche. Le client vous dit, il passe par le topo. Mais c'est ça. Nous sommes en contact. Non, vous parlez maintenant sans doute de lobby, non? Bien sûr. Pour mettre la pression sur les différentes autorités. Merci. Parce que là-bas, ici, Bénin, là, la bonne gouvernance du Bénin prouve que vraiment, on nous a tous ignorés dans le secteur portuaire. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, là, nous avons des clients. Et les hauts patrons du commerce du Niger, c'est des gens qui nous écoutent. Parce qu'après tout, ils ont affaire avec nous. Et notre rôle le plus absolu, c'est sécuriser les intérêts de l'État et sécuriser l'intérêt du commerçant. En tant que transitaire mandataire, vous devez sauvegarder l'intérêt de l'État et l'intérêt de votre client. Donc, le transitaire est comme un médiateur entre l'État et le commerçant. Nous-mêmes, nous avons nos clients là-bas. Si ça veut, il avait une franche collaboration, une délégation de notre aussi va se déplacer voir les commerçants de là-bas aussi. Puis s'ils en souffrent, s'ils exploitent notre pays, c'est que bon, ils en souffrent. Parce que nous, on est en symbiose avec eux, on échange, mais nous n'avons pas la facilité d'aller voir ces autorités béninoises pour dire, ça ne va pas. Faites ci, avec ça peut aller. Mais les gens sont fermés, les autorités actuelles sont fermées. Ils sont fermés dans leur bureau, ils ne veulent couper personne. Les autorités béninoises. Les autorités béninoises, ça je le dis. Moi j'ai fait un tour au Niger, j'ai été dans un bureau du ministre sans protocole, sans rien, on m'a reçu. Mais si au Bénin ici, c'est autre chose. Je dis, ça ne va pas. Si nous jetons un coup d'œil sur l'article 35 de notre constitution, vous allez voir que vraiment, nos autorités ne jettent même pas un coup d'œil sur la constitution.
Ça, je le dis par ma bonne foi. À tendance qu'à ça, quand on écoute votre collègue, on a l'impression que, à part venir parler à ces micros, vous ne pouvez plus rien. Vous ne pouvez pas, adresser de conseils ou faire des propositions aux dirigeants actuels. Dans ce domaine-là, ici, au Bénin, depuis 2000, j'ai des liasses de papier ici, je peux vous démontrer. J'ai tellement écrit à des ministres qui n'ont jamais répondu. Le ministre Ouada, par exemple, par rapport aux véhicules d'occasion, je ne sais pas si c'est une transition d'ailleurs, le ministre qui est devenu député aujourd'hui, Romain, il a tellement écrit, tout est ici, je peux vous montrer. Ils n'ont jamais répondu. Non, ils ne sont pas là pour nous. Voilà. Non. C'est du mépris. Vous voyez, à leur arrivée, ils ont fait, par rapport aux véhicules d'occasion, si vous permettez, j'ai fait incursion dans ça là, quoi. Pour dire qu'au moins pour le Niger, nous là, la solution n'est plus à notre niveau. Si même les autorités du Niger en font plus, c'est qu'ils sont venus de manière illégale et ils ont aussi la peur. Et quand l'ennemi qu'ils ont chassé, ils savent qu'il n'est pas allé loin. Suivez mon regard, je ne vais pas donner des noms. Ils savent que ceux qu'ils ont chassés là, et c'est leurs voisins qui les baissent peut-être. Vous comprenez, nous, ce n'est pas à notre niveau, c'est plus haut que nous. Permettez que ce que nous maîtrisons un peu là, pour vous dire le mépris avec lequel on nous dirige depuis 2016. Là. Monsieur Arancet, les gens sont arrivés au pouvoir, ils ont sorti un audit, qu'ils vous souviennent, c'est le ministre Koupaki qui a lu le compte rendu du Conseil des ministres. Il a intercédé un certain nombre de structures qui ont, de manière malveillante, abusé de quoi que ce soit. On les a sonnés pour payer tout ça là. Ils ont mis en place un arrêté interministériel pour régir la filière des véhicules d'occasion. L'arrêté est ici, tout est ici. Dans l'arrêté, ils ont mis les rubriques. Tout est là. Ils ont pris un arrêté interministériel pour créer un comité de suivi dont aucun membre de la filière des véhicules n'est dedans. Vous lisez, ils sont membres du comité, président, le ministre des infrastructures et des transports ou son représentant. Secrétaire permanent, le directeur des ports, rapporteur, le représentant de Bénin Contrôle SA, membre, le directeur général du port autonome de Cotonou ou son représentant, l'inspecteur général des services de la douane, nous saluons les douaniers au passage, le chef section escorte brigade, escorte spéciale, chef section escorte spéciale, c'est encore un douanier. Parce que la section a été créée pour convoyer les véhicules à des frontières. Il y a un parc de regroupement au sud, un parc de regroupement au nord, dans l'arrêté interministériel. Ce qu'ils ont fait, on leur a dit, mais comment des acteurs, des importateurs, les vendeurs, les gestionnaires, les transitaires, vous ne pouvez pas intégrer ceux-là? Ah non. Mais je vous assure, ce truc-là n'a jamais parlé des véhicules d'occasion. Et au lendemain, l'arrêté a commencé par être violé. C'est-à-dire l'arrêté interministériel qui régisse, qui donne le barème de tout, a commencé par être violé parce que... Le barème des prix a commencé par être violé parce que n'ayant pas associé les acteurs pour savoir le contour des choses, arrivé au niveau des maisons conciliataires, ils disent, le gouvernement nous exige de prendre des timbres sur les correspondants. Vous n'avez pas mis les frais de timbre. Vous avez dit 18 000. Mais les frais de timbre, c'est 3 000. Vous n'avez pas mis... L'arrêté a été violé le lendemain. En fait, ils sont restés au bureau pour prendre un arrêté simplement. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est toute une pagaille. Quand on dit que c'est un pays de pagaille, les vrais pagailles sont là. Je vous assure. Et nous avons attiré leur attention. Ce que vous faites là, c'est pas bon. Pour faire l'audit de la gestion Yahi, vous avez dû appuyer sur 5 arrêtés sous Yahi. J'ai les 5 arrêtés sous Yahi. Vous avez dû vous appuyer sur ça pour faire les audits. Ce que vous faites aujourd'hui, on ne saura comment faire l'audit demain. Parce qu'après, on va parler de chasse aux sorcières. L'arrêté là aujourd'hui est foulé au pied. Mais il est toujours de vigueur puisqu'il n'a pas eu un autre remplaçant. Ce n'est pas abrogé. L'arrêté a prévu une rubrique pour assainir les voies interpack. On paye 5 500 francs quand on sort un véhicule. Il a prévu des packs de regroupement. Voilà, c'est là où je veux m'accentuer. À un moment donné, ils ont lancé des appels, ils ont choisi un promoteur pour le pack. Je ne sais même pas si le promoteur, jusqu'à ce jour, il ne parle même pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont en commun. On lui a pris, on lui a fermé les packs et nous avons écrit au ministre, parce que c'est les deux ministres, le ministre des Finances et le ministre des Infrastructures, qui gèrent la filière. Nous avons adressé des courriers. Niet, silence radio. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saisir le médiateur.
On a pris le temps, on a saisi le médiateur. Heureusement, le médiateur nous avait appelé. On lui a expliqué de long avec les documents. Voilà. Et le médiateur nous a dit, bon d'accord, il va saisir le ministre. Monsieur, vous permettez, je vais vous lire ce que le médiateur nous a envoyé ici, de manière simple. Le médiateur, après avoir saisi le ministre à notre sujet, on a mis du temps, on était déjà en 2021. Et c'est en 2023, on a eu la dernière réponse. Et le médiateur, c'est lui, puisque aujourd'hui, on ne peut que lire le médiateur. Parce qu'il nous a dit, suite à notre requête, ils ont saisi le ministre, et le ministre les avait saisis avec une lettre numéro 0247-MIT-DC-SGM. Que répondait le ministre? Voilà, il ressort. Il dit de cette réponse, voilà ce qui m'intéresse. Il ressort que la filière des véhicules d'occasion était caractérisée par de graves dysfonctionnements, tels que la présence dans les packs de prétendus démarcheurs dont la plupart n'ont aucun lien avec les vendeurs et qui rançonnent systématiquement les acheteurs. Nous sommes au parc d'escorte. Les démarcheurs se trouvent au parc de vente. Ce qu'ils ont écrit ici, c'est à croire qu'ils devaient fermer les parcs de vente. Ils disent la présence d'un grand nombre de transitaires mandataires qui n'ont aucun mandat. Vous appelez les gens mandataires, vous dites qu'ils n'ont aucun mandat. C'est le gouvernement qui donne le mandat. C'est les clients qui nous donnent le mandat de les représenter. C'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent rien de la filière. Et ils refusent d'associer les acteurs de la filière. Il dit la voie d'accès au parc Nord qui présente un état de désagrément fortement avancé. Alors qu'une rubrique est prévue 5500 francs pour faire ça là. Et c'est au BFU, quand nous payons là, au bordereau unique des frais, les 5500 sont payés. Et les gens du ministère nous disent que la voie est dégradée, c'est pourquoi ils ont fermé. Il dit alors qu'ils perçoivent les 5500 francs au BFU, au bordereau unique des frais. Il dit au regard de ce dysfonctionnement de la filière, les autorités du ministère ont engagé depuis 2017 de profondes réformes qui visent, sous le vocable de réforme, on a détruit notre pays. Monsieur Vigile, c'est malheureux. Partout où vous passez, on dit réforme. Sous le vocable de réforme, on dit la réduction du coût d'enlèvement des véhicules, l'assainissement du secteur, la mise en place d'un mécanisme de suivi efficace. Pour la mise en œuvre de ces réformes, les autorités ont décidé de la fermeture temporaire des parcs de regroupement des véhicules d'occasion afin de pouvoir identifier les acteurs ayant droit d'opérer sur les parcs, réglementer l'accès aux parcs des démarcheurs et le montant de leur commission, structurer formellement les démarcheurs, identifier les transitaires mandataires et définir un mécanisme d'encadrement de leur activité. Au fait, le parc de regroupement, c'est quoi? Non, si je vous résume d'abord, ça veut dire que quand le gouvernement a fermé ce pacte de regroupement Nord qui se trouvait à Sekandi là. À Sekandi. Les véhicules pour les pays de l'Étherland, c'est à Sekandi. Donc quand le gouvernement a fermé ça, sans rien vous dire. Oui, sans motif. Sans motif. Oui. Vous avez écrit pour savoir pourquoi ça a été fermé. Silence radio. Silence radio. Et c'est quand vous avez écrit au médiateur de la République que le ministre a daigné répondre au médiateur de la République. Voilà. Qu'est-ce que le pacte de regroupement fait dans le système? Parce que dans l'arrêté, on a prévu les packs de regroupement. C'est des véhicules d'occasion. Ce n'est pas des véhicules neufs. Donc, qui ont besoin de révision avant de prendre des milliers de kilomètres. Celui qui veut aller à Niamey, vous voyez la distance? Donc, ils viennent, quand vous finissez d'acheter, on sort les véhicules, on les met au parc. Il y a un promoteur qui gère le parc. Il y a un promoteur qui gère le parc. Et il le gérait aussi bien. Mais nous sommes surpris que jusqu'à ce jour, il n'a pépé mot, il n'a fait quoi que ce soit. Celui dont vous parlez, vous parlez de celui qui est le propriétaire du parc, c'est ça? Oui, c'est celui qui a l'agrément de la gestion des parcs de regroupement. De parcs fermés. Oui. Parce qu'on s'est rapproché de lui aussi, il dit jusque-là qu'il n'a aucune notification. Et nous on a dit ça ne peut pas se passer comme ça. Les clients sont en train de partir ailleurs parce que pour préparer leur véhicule, ils vont rester dans les rues. Quand les véhicules ne sont pas dans les parcs de regroupement, pourquoi on les met? Parce que c'est la douane qui est chargée de les convoyer jusqu'aux frontières. Quand les véhicules sont en divagation en ville, la douane peut encore les prendre et leur foutre des amendes. C'est dans les tests douaniers.
Si bien que quand ces véhicules sortent, puisqu'ils n'ont pas payé les droits de douane, ils ont payé des droits forfaitaires. Donc il faut les conduire jusqu'à sortir du territoire béninois. Donc ces packs-là, on fait la révision, on met les huiles, même d'autres font la peinture, d'autres font la soudure, un peu de... On prépare les véhicules. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui mangent autour de ces packs aussi. On a attiré l'attention des autorités pour dire voilà. La fermeture de ces packs-là, ce que ça va donner. Et c'est ce que le médiateur nous a envoyé. C'est ça que je viens de vous lire. Alors Thierry Virotogbe, si je comprends bien ce que vient de dire Athanas Kassa, c'est le problème que vous aviez déjà principalement dans ce secteur avant que le Niger et puis avant peut-être les autres ne viennent s'ajouter, la fermeture de ce pack de regroupement. C'est bien cela? Absolument. Parce que, à vous dire la vérité, nous, on était déjà malades. Avant que le Niger, tout ça là, on était déjà malades entre nous ici. Je vous dis et je rassure. J'ai assisté à des réunions au temps du gouvernement précédent que le Dr Boni Yaya a dirigé à l'époque. J'avais une séance de travail avec Boko Olivier. Il nous disait, vous les transitaires mandataires, le chef de l'État n'attendait même plus à voir engloutir des sous de l'argent dans la poche des transitaires. Je n'ai pas bien compris. Il a dit, il a bien certifié qu'il dit, le PVI, on est en train de saigner le secteur. D'assainir le secteur. D'assainir le secteur. Que le chef de l'État, en ce temps-là, c'est... Patrice Talon? Non. C'était Dr Boni Yaya qui dirigeait à l'époque. Il a dit qu'il ne voulait plus voir les transitaires engloutir l'argent dans la poche. Et par conséquent, tout ce que nous avons vu que ça peut nous engendrer d'énumérer tout. Que l'arrêté va signifier ça là et que c'est avec ça qu'on va payer au guichet unique. Et quand on paye, vous prenez votre quittance, arrivez sur le parc, vous n'allez plus dépenser 1 franc. J'étais à la réunion dans une salle d'hôtel. Ça, c'était bien avant 2012, bien avant... Non, 2000... La version numéro 1 de Bénin Contrôle. La version numéro 1 de Bénin Contrôle. C'était vers quelle année, ça? Sous le président Boni Yaya, c'était en 2011-2012, je pense. Ok. C'est au temps de Yaya. Et quand il nous avait expliqué en tant que membre, nous avions apprécié. Et dans le temps, j'ai soulevé mon doigt. J'ai dit, tout respect, on m'a accordé la parole. Il dit, mais je vous défie quiconque qui me dira le contraire. Je paye, je prends ma quittance, je viens sur le parc, je ne vais plus opérer n'importe quelle dépense, je ne vais plus dépenser un franc, je vais sortir mon véhicule nickel, je défie quiconque qui me dira le contraire. Et là, il a écouté tout le monde, tout ça, il est revenu à nouveau pour dire, l'intervenant qui a parlé après le paiement de guichet unique, qui va opérer, tu peux nous donner 2 exemples. Je dis, il y en a plusieurs, mais si c'est 2 exemples, je vais le donner techniquement. Je dis, je suis transitaire, j'ai fini, j'ai payé, guichet unique, j'ai ma quittance, je viens sur le parc pour faire l'enlèvement. Je vois que le véhicule se trouve en 3e rangée, stationné depuis 7 mois. Donc pour démarrer ce véhicule, il faut solliciter une main-d'œuvre. Et celui-là va amener sa batterie de la maison pour m'aider à démarrer le véhicule qui est stationné depuis 6 mois. Et il va finir, et je ne vais plus mettre la main dans la poche pour payer sa prestation. On ne peut pas mettre ça là dans le guichet unique, on ne peut pas mettre ça dans l'arrêté. Secondo, maintenant, le véhicule se trouve dans 3e rangée, il faut riper. Mais je dois solliciter des forces physiques pour m'aider, pour pouvoir mettre le véhicule dans la rangée où le contrôle se fera. Bon, j'ai déjà donné les 2 exemples. Il a dit bon qu'il a pris en compte et qu'on doit nous accompagner avec des militaires. À ma grande surprise, ça a été passé effectivement. Les militaires ont pris le pouvoir, ils ont accaparé le parc et puis tout le monde, on nous surveillait. On croyait que c'était de la blague. Mais ça a suscité beaucoup de choses là. Mais les rubriques qui ont été tracées là, c'est à cause de notre réunion que nous avions dit, les sous que nous devons gagner là, c'est ça qu'on a énuméré. Les 2500, les 1500, les packs de regroupement, les packs d'accueil, tout ça là. C'est nous qui avions instauré tout ça là dans notre... En fait, ça devait vous revenir. Ça devait nous revenir. Et ils ont pris l'arrêté et puis on a vu que bon, tout est là. Donc si tu payes, tu n'as plus rien à dépenser sur le pack. Maintenant, ils nous avaient dit, ça va vous aider. Vous, les transitaires mandataires, vous avez 3000 par véhicule. Les 3000 par véhicule, ça va vous servir à aménager les chauffeurs. Et vous-même, les transitaires mandataires, vous allez vraiment vous entourer de quelque chose. Et c'était 3000 par véhicule. À notre grande surprise, Dieu nous a aidés. Ils sont aux affaires. Mais ils sont aux affaires, on constate que tout ça là, ça ne revient plus. On a dissous toute la société là, tout ça là, on a banni tout. Et puis, on n'a plus les 3000 là, on ne sait plus, ça passe. En fait, quand il n'était pas encore aux affaires, oui,
vous parlez comme vous, il vous avait promis de bonnes choses. De bonnes choses. Il vous avait trouvé, décelé. Ils n'ont même pas promis, et puis ils ont commencé. Ils ont commencé. Ok. Ils ont commencé. Ils ont associé un certain nombre de mandataires qui déjà géraient les 3000. Ils ont commencé jusqu'à ce que le président Boni Yaya a mis fin à la première version de Bénin Contrôle. Quand il a eu de bruit entre lui et Patrice Talon. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il disait. Ok. Et maintenant, on a commencé effectivement les 3 ministres dans les rubriques. Chaque semaine, on fait un virement dans le compte. Maintenant, on nous a demandé de s'assurer comme société. On ne va pas rester à la maison. Dans la deuxième séance de Boko Olivier, nous signifiait qu'on ne va pas rester à la maison et venir chercher l'argent. Vous tous, vous devez travailler. Ce qu'on avait apprécié. On a dit, ok, chacun de nous s'est donné des postes. Moi, j'étais un contrôleur, sur un pack. J'étais à 100 000 francs. Et c'était pas avec eux, hein? Oui. On a refusé. Oui, moi j'étais dedans. Ce que je dis, j'ai vécu ça. C'est pas une histoire, c'est un événement que j'ai vécu. Et là, chacun de nous là, on s'est donné de postes. Et les chauffeurs, ils sont à 1500 par véhicule. C'est-à-dire, si tu sors ton véhicule du parc de vente au portail, c'est un autre chauffeur qui va prendre ça pour la frontière. Et en direction de la frontière, il faut te retrouver au parc d'accueil, de recoupement. Et c'est par là, nous, on s'entretenait. Chacun de nous trouvait les petits sous pour pouvoir s'alimenter un peu. Oui, mais ça, c'était parce que vous étiez des responsables syndicaux. Est-ce que vous méritez vraiment ces fonds-là? Non, au fait, ce que mon doyen dit, c'est un deal pour venir et pour faire incursion dans la filière. S'il ne passait pas par un certain nombre de responsables syndicaux, ils ne pouvaient pas facilement faire l'incursion dans le secteur. Donc, habilement, ils ont aménagé un certain nombre de personnes à qui pour les apaiser. Mais moi qui vous parle... Pour bien comprendre le secteur, comment ça fonctionne. Tout à fait. Pour prendre le secteur. Tout à fait. Aujourd'hui, ils ont la plénitude du pouvoir. Mais ils s'en foutent pas mal de tout le monde. C'est un mépris total. Vous écrivez à une autorité, on ne te dit rien. Vous pouvez l'accuser de réception et puis le jour là, c'est fini. Alors, je vous repose la question. Qu'est-ce qui a changé à travers les réformes opérées par la rupture? Qu'est-ce qui a changé dans le secteur des véhicules d'occasion? De quoi vous plaignez-vous? Monsieur Avancé. De manière concrète, de quoi vous plaignez-vous? Je vous dis, mon cher ami, on a pris ce vocable pour détruire la filière des véhicules d'occasion. Quel vocable là? Réforme. Le vocable réforme, n'importe qui réforme. En tout état de cause. Quand on parle de réforme, en réalité, quand vous mettez une réforme en place, il faut l'évaluer. Les gens l'évaluent. 3 mois, ils peuvent te donner une échéancier. 3 mois ou 6 mois. On évalue ça a donné quoi? Quels sont les goulets d'étranglement? Ici, c'est comme si on marche sur tout le monde. On vient, on dit c'est réforme. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que les réformes qui a changé, ont gâché dans ce secteur? Ça a tout détruit. Les véhicules d'occasion avaient des packs de regroupement, tout allait bien. Les gens venaient, en partant même, ils prenaient nos produits, quelques produits ici. Les produits comme le riz, tout ça là, qui était déjà dédouané, ils mettaient tout ça là. Aujourd'hui, plus rien. Ça a détruit les véhicules d'occasion. Les 5500 francs, jusqu'à ce jour, que le gouvernement vienne au créneau pour nous dire à quel niveau ils l'ont utilisé depuis 8 ans. Donc depuis 8 ans, le gouvernement continue de percevoir 5500 francs. Je vous assure, mon frère, au moment où je vous parle, mes collègues sont en train de payer ça tout de suite là. Les 5500 francs, rappelez-nous, ça devrait servir à quoi? Entretien, voire interpack. Entretien, voire interpack. Est-ce que vous est arrivé une fois, en temps de pluie, aller au parc Sekandi? Vous ne pouvez pas mettre votre pied. Eh bien, c'est là où se trouve le parc d'escorte, non. Le parc de regroupement, non. Aucun grain de sable. Que le gouvernement vienne aujourd'hui, on nous dit c'est la meilleure gestion, Non, on ne fait pas de la politique, c'est du pragmatisme. Ce dont nous parlons là, ce n'est un ou deux transitaires demain pour dire est-ce que ceux-là ont menti ou quoi. Aucun grain. Vous allez voir que entre-temps, l'honorable Agua a commencé par faire du pavé derrière le péage jusqu'au CNSR là. Mais c'est avec l'argent là. Mais quand ils sont arrivés, ils ont tout coupé. Ils ont tout coupé. Et là où il a fait, il s'est arrêté. C'est là où il s'est arrêté. Mais l'argent tombe tous les jours. Je ne parle que de ça. Il y a des faux vrais frères, des faux frères officiels. Quand je dis faux qu'est-ce que vous appelez faux frères officiels? Voilà. C'était les faux frères officiels, c'est les frères que l'autorité a commis dans un arrêté, mais dont on n'a pas les prestations. Quels sont ces frères? Je dis bien, les faux frères officiels, c'est les frères
que l'autorité a inscrit dans des arrêtés, il a signé, dont on n'a pas les... Dont on prend que les acheteurs de véhicules payent. Mais nous n'avons pas la prestation. C'est pourquoi on a mis ces frais là. Nous n'avons pas la prestation. Quels sont ces frais? Vous savez, ces 1500 francs, comme on le disait à l'entame, voie Interpac, pour entretenir la voie Interpac. On a dit sécurisation 10 000. Il n'y a rien de sécurisation sur le terrain. Sécurisation, ça dit pour les militaires? Oui, on dit sécurisation du corridor, tout ça là. 10 000 par véhicule? Oui, 10 000 par véhicule. 10 000 par véhicule pour la sécurisation. L'arrêté est là, tout est là. Mais si on peut même faire une émission. Si vous avez le temps, on a la disponibilité, nous allons parler seulement que de l'arrêté. Et ce dont je vous parle, c'est l'arrêté qui est en vigueur. Ok, à part ça, quels sont les autres frères, les autres faux frères, comme vous dites? Il y en a tellement. Et regardez, parlez dans le micro. On nous dit, accordage pour petits véhicules, 19 000. Aujourd'hui, on paie 23 000 accordage. Ce document n'existe que du nom. Accordage, en principe, ça fait quoi? Ça veut dire quoi comme prestation? Par exemple, Sobemap, le fait de réceptionner le véhicule, c'est eux qui traitent le navire. Donc vous devez payer l'accordage. Il y a Roro et Sobemap. Vous devez leur payer l'accordage pour le véhicule. Le fait qu'ils aient traité le véhicule, c'est eux qui ont réceptionné. Mais ça, c'est une prestation exécutée. Mais le surplus, c'est pour qui? Le document là n'est plus fiable. Donc demain, on ne pourra pas faire un bon audit. Les gens ont mis 19 000, ils prennent 23 000. Vous allez faire audit par rapport à ce document, non? Mais ils auraient pris 23 000. Ah, ils ont mentionné 19 000 dans l'arrêté en vigueur. Et à ce jour, ils prennent 23 000. Je vous lis des choses. Même pour l'échange. Je vous ai dit que le premier jour, ça a commencé par... On n'a pas prévu les frais de timbre. Aujourd'hui, autre que les frais de timbre, les conciliateurs, c'est-à-dire ceux qui ont consigné les navires, ils ont augmenté. Chacun augmente à son niveau. Aucun comité de suivi n'est là. Au fait, le comité de suivi, c'est pour réglementer, c'est pour voir est-ce que l'arrêté est exécuté, appliqué. Mais le jour où ils ont mis ce comité de suivi là, c'est le même jour que le comité est mort. Pour avoir dit qu'on veut faire mieux que les autres, ils ont sorti les acteurs des filets de véhicules d'occasion. Hier, le comité existait, les transitaires siégeaient, les importateurs siégeaient, les gestionnaires siégeaient, les acteurs étaient dedans. Pour dire à tel niveau il y a ceci, à tel niveau il y a ceci. Mais ici, ils ont regroupé que des technocrates, à part les douaniers qui maîtrisent la situation, parce que c'est eux, tout est sur le terrain aussi. Tout est sous eux. Mais je dis un salut aux douaniers au passage. Ils travaillent dans des conditions difficiles aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous savez que l'IGS n'existe plus. L'IGS, c'était quoi? L'IGS, c'est l'inspection générale des services des douanes, qui coiffe tous les services des douanes. Aujourd'hui, on l'a fondu à une structure qui est au ministère aujourd'hui. L'IGS n'existe plus. L'escorte que je vous ai dit tout à l'heure, là, pour dire que le chef escorte est spécial, ça n'existe plus. Puisque lui, son bureau, c'est les packs d'escorte. Ça n'existe plus. Mais l'arrêté est toujours en vigueur, en mentionnant donc c'est possible. Tout à fait. Donc vous voyez, dans quel pays nous sommes, les gens viennent dire, oui, on nous fait des chemins, mais les gens, non, quand même, on n'est pas tous des abrutis, hein. On n'est pas tous des abrutis. Ils nous ont piégés, ils nous ont méprisés et ils continuent de nous mépriser. Moi, je pense que quand on vient au pouvoir, c'est pour le peuple. Mais ce que moi je constate ici, c'est un mépris total. On a refusé les grèves, on a refusé du bruit, on a refusé tout. Mais quand vous êtes méprisé, vous êtes meurtri, qu'est-ce qu'il faut faire? La correspondance. Vous écrivez, on ne vous répond pas. Ce n'est pas du mépris. On dit qu'on est des ministres de la République. Les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'être ministre de la République. Je ne pense pas. Au moins, ils vont nous écouter. De quoi s'agit-il? Mais à part le ministre des Finances, à qui vous avez écrit, vous avez dit sans réponse. Le ministre des Infrastructures et des Transports, que le médiateur a saisi finalement et qui nous a produit ce chiffon. Avec tout le respect que je leur dois, c'est du chiffon. Parce que nous avons dit, le parc d'escorte, et vous nous parlez des démarcheurs. Les démarcheurs actionnent où? Sur les parcs de vente. Ils connaissent rien du milieu. C'est-à-dire, je me demande si c'est des cadres qui ont écrit ce papier, quoi. Ce que le médiateur nous a reflété là, nous a donné comme... je me demande si c'est des cadres du ministère. Parce qu'ils ne savent rien. Même si on ne sait pas, on peut demander. Mes amis, venez. Chez vous là, ça fonctionne comment? Merci, monsieur Kassa. Je vais rapidement... Thierry Véhotogo. Oui. Ils avaient tenu des réunions avec nous pour décentraliser des structures, donner des agréments aux opérateurs économiques pour faire le convoyage.
pour faire parc d'accueil, pour faire l'escorte. C'était des opérateurs économiques que l'État doit mandater. L'État doit donner des agréments. Et les sous que vous voyez là, ça doit revenir dans leur compte. Et maintenant, eux, ils vont engager des employés pour pouvoir améliorer le secteur. C'était l'explication qu'ils nous devaient au moment où la routine n'était pas au pouvoir. Qui vous donnait? Qui nous donnait. Au moment où la routine n'était pas au pouvoir. Mais à mon humble avis, j'ai vu que c'est un système purement simple du braquage administratif. Je dis bien, je pèse. C'est un système de braquage administratif qui est installé sur le pacte des ventes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Ça veut dire que ici, ce n'est pas ceux qui tiennent le fusil qui sont des braqueurs. Hein. C'est-à-dire avec le BIC, ils sont en train de nous lier les mains derrière. C'est-à-dire nous sommes les acteurs, on a énuméré les trucs, les rubriques qui sont prises en compte, mais ils n'ont pas décentralisé les choses à des opérateurs qui ont droit. Parce que ceux-là doivent prendre l'argent et recruter des gens dans leur compte. Mais aujourd'hui, maintenant, on ne voit plus les sous là. Donc ça fait un système. Et qui exécute quand même, puisque on sans doute c'est des prestations qui sont exécutées. Qui exécute ça? Je le disais tantôt, je dis, il y a un promoteur des parcs de regroupement. Mais c'est qui le promoteur? Le promoteur, c'est un certain monsieur, il s'appelle Alimi, Oudouin Alimi, qui a de l'expérience dans le domaine. Hein. Il sait de quoi on parle. Mais lui-même, il ne dit rien. Je ne sais pas si ils sont en connivence. Nous doutons même parfois que, ou bien on lui donne de l'argent. Nous ne savons pas. Nous lui avons demandé mais de sortir aussi pour dire quoi que ce soit. Aujourd'hui, on ne sait plus. Comme il le dit, c'est du braquage au bic. C'est-à-dire, on a mis des choses là. Hier, au moins, on connaissait. Tel est à tel niveau, tel est à tel niveau. Aujourd'hui, on ne sait plus. Normalement, c'est lui qui gérait les packs. Nous, on l'a saisi aussi pour dire, monsieur, on s'est rapproché de lui, qui n'a pas eu de notification. Qu'est-ce qui va nous servir? Mais jusqu'à ce jour, on se demande si c'est pas, ils sont pas en connivence. Nous l'interpellons aussi vivement. Est-ce que vous avez de l'espoir, Thierry Virotogbe, vous avez de l'espoir que ça change, que vos cris soient entendus? Bon, avec ce gouvernement, bon, je n'ai pas tellement d'espoir pour que... Je préfère vous dire la vérité. Je préfère le dire à haute intelligible voix. Mais c'est plusieurs fois que la délégation douanière allait à Dioko. Moi, je les ai vus en délégation douanière. Ils ont été à la frontière, rencontrer les opérateurs d'Igoro. Sans suite. Dernière fois, j'ai encore vu la délégation douanière sur le parc à Limos. Sans suite. Mais je me suis dit, mais quand les gens m'appellent pour dire, hey, venez. Il y a la délégation de la douane. J'ai dit, on ne fait pas le bonheur de quelqu'un sans l'avoir l'associé. Ça, c'est du pipon. C'est pour tromper la vigilance du chef de l'État. À moins que si lui-même lui donnait mandat, que Dieu me pardonne. Parce que ce que je suis en train de voir, je vois que ce n'est pas ça l'administration. Bon, et que d'ici quelques jours, vous allez nous dire, quel espoir on peut entre nous. Est-ce qu'il y a d'espoir? Moi, je n'ai pas d'espoir là. Depuis 2016 jusqu'à ce jour, je vous jure, je respire par la grâce de Dieu. Je vous jure, je respire par la grâce de Dieu. Vous respirez grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Ce n'est plus grâce à vos efforts. Non. Parce que déjà, je suis déjà emporté. Dieu me donne l'inspiration d'échanger avec mon collègue Kassa. Tu as un peu de Sorabila, donne-moi 2 verres. Et c'est après ça là que je me donne du courage. Parce qu'avec la rupture, je vous jure tout. Il faudrait que vous nous sauvez. Parce que c'est très important. Vous avez l'habileté à dire la vérité. Pourquoi? Vous êtes mandaté, vous êtes le 4e pouvoir de l'État. Et maintenant, l'article 36 a dit qu'on doit considérer son semblable. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus ça. Tu ne peux pas aller dans un bureau, maintenant, on va t'écouter. L'article 36 est là. Monsieur, vous parlez de quel espoir nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas. Et vous êtes au pays. C'est que d'abord, l'opportunité que vous nous donnez là, on ne l'a pas. On ne l'a pas souvent. On ne vous permet même pas de venir parler contre eux. Mais c'est une opportunité aujourd'hui, on n'a pas manqué de respect à qui que ce soit. On n'a pas manqué de respect, mais l'opportunité ne nous donne même pas. Puis aujourd'hui, on n'a plus même les sous. On ira où? On ne peut pas parler. Vous écrivez à des gens qui vous méprisent, ils ne vous écoutent même pas. Quel espoir on peut avoir de ceux-là? Notre espoir ne peut que venir de Dieu. C'est tout. Si on doit espérer quelque chose, c'est de Dieu. Alors, pour finir cette émission, ce qui a changé aussi dans le secteur, vous l'avez dit un peu, c'est Bénin Control, l'introduction de ce nouvel acteur Bénin Control. Mais de tout ce que vous avez cité comme souci, Bénin Control n'en est pas un, a priori.
je vous dis, je vous ai lu le comité de suivi, non? Bénin Contrôle est dedans. Une société privée, comme un rapporteur d'un comité de suivi. Bénin Contrôle est dedans. C'est eux qui gèrent tout, non? Est-ce que les douaniers font quelque chose aujourd'hui? C'est eux qui sont au four et moulin. On n'en parle même pas. Il ne faut même pas oser. Il ne faut même pas critiquer. Il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas. Ils nous disent des choses on ne peut pas vous dire sur les antennes. Ah non, c'est le mépris. Le mépris, c'est partout. Ils nous méprisent. Il y a beaucoup de choses. Vous pensez quoi? Parce que c'est les douaniers qui travaillent aujourd'hui. Les douaniers sont là, ils exécutent. C'est les privés qui gèrent. J'ai suivi des scènes sur des packs où le douanier libère le véhicule, l'argent du Bénin Contrôle dit non, niet. Ça, c'est à foison. On voit de ces choses-là. Mais c'est eux qui sont là aujourd'hui. Malheureusement, c'est un commerçant qui est encore chef d'État. Et nous, comme il a dit, vous allez en subir. Nous le subissons déjà. Oui, Thierry Virotok, nous allons au thème de cette émission. Oui, mais moi, j'accuse, si je prends l'Assemblée nationale, permettez-moi de le dire, il y a au moins 3 honorables qui connaissent bien la filière des véhicules d'occasion. À savoir, honorable Agua, à savoir Seydou, honorable. Quel Seydou? Celui qui a porté la Constitution la dernière fois là. Ah, ok. Et Hassan Seydou. Hassan Seydou. Ceux-là connaissent. Et Issa Salifou. Les 3 honorables là savent bien ce qui se passe dans la filière d'occasion. Mais ça m'étonne que ceux-là sont à l'Assemblée, ils ne peuvent rien dire. Ils vont dire quoi? Mais si je quitte là, j'attaque le gouvernement. Le gouvernement, il a 3 grands ministres qui ne peuvent pas me dire le contraire. Ils connaissent également le secteur. Mais c'est des gens qui maîtrisent le secteur. Je vais nommer Mme Adidiatou Matisse. Je vais nommer le ministre Koupaki. Je vais nommer Abouda Biachani. J'ai eu des séances de travail avec tous ces là. Ce ne sont pas des cadres, c'est des cadres technocrates d'hier. Et ils ont encore la chance d'être au pouvoir. Et ils ne peuvent rien dire dans ce secteur. Bon, je laisse tout à Dieu. Parce que quand on me demande qui est Dieu, je dis c'est là que je respire qui est Dieu. Oui, Dieu c'est un beau mot de fin. Oui, bien sûr. Athanas Guillaume, Athanas Kassa. On ne peut que se remettre à Dieu. Voici. C'est Dieu qui fait notre combat. Mais tout finit par finir. Merci. C'est encore plus court. Merci. Merci à vous. Monsieur le journaliste, quand on me dit que qui est Dieu, je dis c'est là que je respire. C'est profond. Et quand on me dit qui est Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, c'est la vérité qui soit en moi vers mon prochain. C'est tout. Oui, Jésus est aussi un de nos auditeurs. Merci à vous. Merci à chacun. Merci bien. Aidez-nous. Dieu vous aidera. Que Dieu vous protège. Merci Thierry Birotogbe, secrétaire général adjoint du syndicat national des déclarants et enleveurs du Bénin. Et Athanas Kassa, secrétaire administratif du syndicat national des transitaires mandataires pour le changement synaptique en abrégé. Il est également le coordonnateur de l'intersyndical des transitaires mandataires pour la compétitivité du port de Cotonou. Merci à vous d'être venu sur cette émission. Grand Angle, c'est ainsi que cela s'achève ce dimanche. Casimir, Samuel Ndio ont assuré la réalisation technique de cette émission. Grand Angle, c'est encore dimanche prochain.